14 septembre 2022. Bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 32 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, l'on s'achemine vers la mise en œuvre des opérations désarmement, démobilisation et réinsertion, communément appelées DDR, clé de voûte de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger. Le patron de la commission DDR vient d'entamer une première étape de visite dans les régions du Nord pour évaluer les capacités techniques en infrastructure notamment. Cette mission devrait permettre de mieux préparer les opérations. Le dossier de cette édition est consacré au métier de programmeur et développeur informatique, deux corps qui font partie intégrante du développement des TIC. La crise du Covid-19 a boosté ce secteur qui souffre du manque de confiance aux compétences locales par les chefs d'entreprise. Dossier signé Bemba Sibi. Et puis la chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'insalubrité rampante dans la ville de Bamako, où État et citoyens se jettent mutuellement à la responsabilité. Ce numéro vous sera proposé en rediffusion à la fin de cette édition. Enfin sport, Ligue européenne des champions, la deuxième journée des matchs de poule a démarré hier. La rencontre au sommet a vu la victoire du Bayern Munich face au FC Barcelone. Il sera également question de compétitions africaines de clubs avec les résultats obtenus par nos représentants et de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Ali Matina viendra développer cette abondante actualité sportive en direct. Voilà pour le sommaire. Sachez que l'Organisation internationale pour la migration OIM, les Nations Unies et le gouvernement du Mali s'engagent pour mieux lutter contre la traite des personnes. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation des formateurs a démarré hier à Bamako. Il sera question au cours de cette rencontre de mécanismes de référencement national pour la protection des victimes de cette pratique, un dispositif qui permet à tous les acteurs d'uniformiser leurs efforts pour une réponse commune face au fléau. Compte rendu Adama Djimde. La lutte contre la traite des personnes et l'immigration clandestine est conjointement menée par le Mali et ses partenaires. Pour mieux préparer la riposte, il convient de former des formateurs en mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite. Cette situation est une réalité dans notre pays, étant une terre d'origine, d'accueil et de transit des migrants. Mahmoudou Kassougué, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Conscient de ce phénomène et déterminé à l'endiguer, l'État malien a pris une multitude de mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et l'adoption de son plan d'action national. La coopération et la coordination entre les ministères, les services techniques étatiques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales sont cruciales pour assister de manière systématique et holistique ces victimes innocentes. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Ce que nous voyons ici sur le terrain au Mali depuis quelques années, c'est un excellent exemple de travail conjoint, et je le souligne, entre le gouvernement du Mali et toutes les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes et nous restons aux côtés du gouvernement du Mali et des Maliens dans la lutte contre la migration irrégulière et la promotion des droits humains. En matière de lutte contre la traite, l'OIM appuie le gouvernement à travers différentes initiatives, la protection et l'assistance aux victimes et le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. L'ensemble de ce dispositif est soutenu par les Nations Unies. Pascal Renchans, représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. La traite des personnes est un crime et une grave violation des droits de l'homme qui sévit aussi bien dans les pays en paix que dans les zones de conflit et de catastrophe. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour saluer une fois de plus l'excellente qualité de la coopération entre le système des Nations Unies et le Mali et surtout remercier le gouvernement pour la facilitation accordée à l'Organisation internationale pour les migrations et à d'autres organisations humanitaires et de développement. Le mécanisme de référencement national permet d'avoir un cadre unique de réponse pour tous les acteurs impliqués. Sur un autre registre à présent, les activités de la Journée internationale de l'alphabétisation ont officiellement démarré hier au Centre international des conférences de Bamako. Elles seront marquées par la promotion de nos langues, des conférences et des émissions sur les stratégies et méthodes pour relever les défis. À la cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Éducation nationale, on notait la présence de plusieurs anciens ministres et des partenaires de l'école. Compte rendu, Fademba Keïta. Un
incontestable est cet avis de l'ensemble instrumental du Mali. Aucune nation multilinguiste ne saurait prétendre au développement escompté sans ces langues. La vulgarisation efficiente alors du contenu des documents exposés et écrits dans les différentes langues, des stratégies et méthodes d'alphabétisation en application imposent aux acteurs du domaine l'exécution correcte des projets et programmes d'activité planifiés. Madame Silla Fatmata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. La semaine prochaine, il y aura une grande conférence débat qui se tiendra au niveau de notre service. Il y aura des émissions radio, des débats télévisés. Et au niveau de Kita, de Yankoula, nous allons former des acteurs, les acteurs qui vont recevoir non seulement des cours d'alphabétisation, mais aussi beaucoup d'appui par rapport aux non formels. Le département se réjouit des résultats encourageants obtenus lors des différentes campagnes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Madame Sidibé Dede Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. 143 centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF ont fonctionné avec un effectif d'apprenants de 3770 auditeurs, dont 2896 femmes. 4 centres d'apprentissage féminin CAFé ont fonctionné avec un effectif de 517 jeunes filles et femmes ont été formées dans les filières de transformation agroalimentaire, coupe-couture, teinture et coiffure esthétique dans les 4 cafés. Edmond Moukala, chef du bureau UNESCO au Mali. Les États membres de l'UNESCO ont souligné qu'il était nécessaire d'investir davantage dans l'éducation et d'accroître l'aide internationale, ainsi que de disposer des ressources éducatives plus ouvertes, gratuites et de qualité. La mise en œuvre des nouvelles orientations du ministère et l'appui des partenaires restent impérieuses pour une éducation de qualité. Madame Sidibé Dede Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Pour ce faire, les nouvelles orientations de mon département s'inscriront dans la mise en place d'une politique de formation initiale et continue du personnel d'encadrement de l'ANF et la prise en charge de leur salaire à l'instar des enseignants de l'école formelle. Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation et faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie sont les thèmes de cette journée célébrée le 8 septembre 2022. Je vous le disais en titre, mieux préparer les opérations DDR, autrement dit désarmement, démobilisation et réinsertion dans les régions de Tombouctou et Taoudini. Voilà l'enjeu de la première étape de la visite que le président de la Commission nationale d'intégration, le général Ibrahim Fane, vient d'entamer dans les 2 régions. La mission de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion doit procéder à l'évaluation des capacités techniques en infrastructure, notamment. Le visiteur a invité les différents acteurs à plus d'engagement pour la réussite du processus DDR, clé de voûte de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. De Tombouctou, le compte-rendu de nos correspondants Yaya Tindina et Chirfi Moulay. Tombouctou et Taoudeni. Première étape d'une visite dans le nord du pays d'une délégation nationale de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et la Commission nationale d'intégration. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation sur le terrain avec les acteurs impliqués dans le processus et pour mieux préparer les opérations du DDR dans les 2 régions. Conduite par le président national de la Commission d'intégration, le général Ibrahim Fane, la délégation a visité le camp du Mok et l'hôpital régional avant d'échanger avec les différents acteurs. Général Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration. En tant que commission technique DDR et intégration, nous avons donc décidé, conjointement avec les acteurs techniques de l'aménagement du processus DDR intégration, de visiter les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Menaka pour évaluer les capacités techniques en infrastructure, en logistique et les possibilités de les améliorer avant de commencer le processus. Occasion mise à profit par l'hôte du jour pour échanger avec les acteurs sur les dernières résolutions du CSA et les enjeux de cette phase DDR qui constitue la colonne vertébrale de l'accord issu du processus d'Alger. Général Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration. Nous avons décidé de signer un accord. Cet accord, nous le saluons parce que depuis sa signature, les partis maliens n'ont engagé aucun conflit direct. Cela est prometteur. Mais nous devons aller plus pour que les populations en sentent les dividendes. Auparavant, la délégation avait effectué une visite de courtoisie aux notabilités de Tombouctou et de Taoudeni. Tombouctou, Yehia Tandina, Chirfi Moulay Haïdara, Mahamoudou Askofare pour l'ORTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Focus sur les métiers de programmeurs et développeurs informatiques.
Deux corps qui font partie intégrante du développement des TIC. Si le travail de programmeur consiste à écrire des lignes de code, celui de développeur va au-delà. Il intervient depuis la conception des projets informatiques. La crise du Covid-19 a boosté ce secteur qui souffre du manque de confiance aux compétences locales par les chefs d'entreprise. Voyons tout cela avec ce reportage signé Bemba Sibi. Le développement du numérique rime avec celui des métiers de l'informatique, au nombre desquels le métier de programmeur et celui de développeur. La différence entre les deux fonctions est très infime. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Le métier de programmeur, c'est un spécialiste dans le codage informatique. Donc, c'est un spécialiste du langage informatique qui a pour rôle de transcrire les instructions qu'on donne aux machines et du langage humain au langage machine pour que ça soit vraiment exécuté. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. Le développeur, il est d'abord programmeur, mais ça va un peu plus loin dans le sens où le développeur, il arrive à piloter carrément des projets, depuis la conception de l'idée jusqu'au développement, jusqu'à la programmation, la relation avec le client, la rédaction de certains documents techniques, comme les cahiers de charges, les spécifications techniques. Les deux écrivent donc des lignes de code. Toutefois, le travail des développeurs va au-delà. Ils gèrent un projet depuis sa conception jusqu'à sa matérialisation. Dans tous les cas, les deux corps de métier connaissent un essor circonstanciel avec la crise du Covid-19 qui a ouvert une nouvelle ère du numérique. Cette ère se caractérise par la volonté de nombreuses entreprises maliennes de dématérialiser certains services. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de dématérialisation des procédures et on peut dire que le secteur est beaucoup plus en demande et il y a même plus de demandes même que de compétences. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. Depuis l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées pour mettre en place des outils de collaboration à distance, de télétravail, de vidéoconférence. Et ça a vraiment donné un coup de pouce quand même au secteur du numérique. Ce essor lié à un facteur exogène ne fait pas oublier à ces ingénieurs la triste réalité de leur profession au Mali, le manque de confiance à leurs compétences. Ousmane Koulibaly, ingénieur informatique. La plupart de nos entreprises ici préfèrent confier certains projets à des entreprises maghrébines, françaises, etc. Alors que nous avons des compétences ici. Mais il y a ce problème de confiance qui est toujours là. Dao Kadiatou Soumaré, ingénieur informatique. Il y a d'autres défis également qui sont liés à la maîtrise de l'électricité parce que tout ce qu'on fait, que ce soit les programmeurs, les développeurs, le travail que nous faisons, est vraiment lié à l'électricité et puis à la maîtrise des infrastructures réseau également. Avec le temps, ces ingénieurs, programmeurs et développeurs espèrent que la tendance va changer et que les entreprises maliennes vont de plus en plus leur faire confiance. Le recours aux compétences locales, cela fait partie aussi du consommé local. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Royaume-Uni où la dépouille d'Elisabeth II est arrivée à Londres pour d'ultimes adieux. Les Britanniques sont attendus par centaines de milliers à partir d'aujourd'hui à Londres pour saluer une dernière fois Elisabeth II, leur monarque adoré, de retour à Londres près d'une semaine après son décès en Écosse. Le cercueil de la reine décédée jeudi à 96 ans a retrouvé hier soir la capitale britannique. Après une nuit au palais de Buckingham, la dépouille va rejoindre Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique, au terme d'une procession solennelle dans le centre de Londres. Pendant près de 5 jours, soit jusqu'à lundi matin, jour des funérailles nationales, les Britanniques pourront venir rendre un dernier hommage au plus près à leur souveraine unanimement saluée pour son dévouement total pendant plus de 70 ans de règne. Au moins 100 morts dans les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Yerevan et Bakou s'accusent mutuellement de bombardements intensifs et d'actes subversifs alors que des échanges d'artillerie ont été constatés à la frontière entre les deux pays, mais aussi dans les localités arméniennes. Malgré un cessez-le-feu annoncé par Moscou et en vigueur depuis 10 heures du matin, les unités des forces armées arméniennes ont ouvert le feu à l'artillerie contre les positions de l'armée azerbaïdjanaise à la frontière entre les deux pays. C'est ce qu'a affirmé le ministère de la Défense azerbaïdjanais dans un communiqué.
Cette déclaration survient alors que l'Azerbaïdjan a affirmé plus tôt dans la journée avoir rempli tous ses objectifs à la frontière avec l'Arménie dans les combats avec les forces arméniennes. Sans mesures radicales, la crise climatique sera de plus en plus dévastatrice, touchant en premier lieu les populations les plus vulnérables. C'est ce que prévient l'Organisation des Nations Unies dans son rapport United in Science, publié hier, élaboré par plusieurs institutions internationales sous la coordination de l'Organisation météorologique mondiale. Il rassemble les conclusions d'une dizaine de publications récentes autour du climat. Ce rapport montre que le changement climatique est en train d'atteindre une portée destructrice inouïe, affirme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message vidéo. Canicule en Europe et en Chine, inondations dévastatrices au Pakistan, sécheresse prolongée dans la Corne de l'Afrique, incendie historique aux États-Unis. Les événements extrêmes ne cessent d'empirer, battant des records à une fréquence toujours plus alarmante. La page sport dans un instant. Voilà une page sport qui est animée tous les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors football, notre représentant en Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako, a fait match nul hier au Bénin contre l'AS Douane du Burkina Faso. En déplacement au Bénin, l'AS Real de Bamako a fait match nul 0-0 contre l'AS Douane du Burkina Faso qui recevait cette match aller du tour préliminaire au compte de la Coupe de la Confédération. La rencontre retour est prévue le mardi prochain à Bamako. Une belle occasion pour l'AS Real de s'imposer à domicile et poursuivre l'aventure. En Ligue des Champions, le Djoliba a scellé reçoit ce dimanche le Deportivo Mongomo qui avait gagné le match aller chez lui 2-0. Les Rouges de Bamako ont entamé hier la préparation de leur match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions, battu 2-0 en Guinée équatoriale à l'aller. Le Djoliba Athletic Club n'a d'autre choix que de tout mettre en œuvre pour s'offrir la qualification ce dimanche à Bamako au stade du 26 mars. Pour cela, il faudra un grand match de la part de l'équipe Djolibis et d'ores déjà la mobilisation a commencé au sein du peuple rouge. Supercoupe Colonel Assimi Goïta à présent, les différentes délégations ont pris part à un dîner gala. La Supercoupe Assimi Goïta tire vers sa fin. À cette occasion, un dîner gala a été organisé à l'honneur des différentes délégations. Ce dîner gala a été un moment de retrouvailles, de communion, de partage et de diversité culturelle. Chaque région a présenté sa culture et ses traditions. Le point de cette cérémonie avec Abdelkarim Kaba. Au-delà de la pratique sportive sur le terrain, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta est une fête de la jeunesse malienne dans toute sa composante, surtout culturelle. Cette soirée a été un espace de partage entre les délégations participantes à cette édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara, président de la commission d'organisation. Si la finalité d'une compétition sportive pointe du doigt sur un gagnant et un perdant, la Supercoupe dédiée au président de la transition chef de l'État n'a ni vainqueur ni vaincu. La seule équipe qui sort triomphalement de ce tournoi est et demeure le peuple malien. À travers des pas de danse, la musique, surtout la tenue, toutes les délégations ont partagé leur culture dans la plus grande diversité. L'esprit de cette coupe, colonel Assimi Goïta, qui est la cohésion, la fraternité et l'entente entre toute la jeunesse malienne, a été salué par tout le monde. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne. Conformément à l'orientation, à l'esprit qui guide le chef de l'État tous les jours, c'est de rassembler la jeunesse malienne autour du sport. C'est de renforcer la cohésion sociale au sein de la jeunesse nationale. Guibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. À l'endroit de la jeunesse, ce ne sont pas des mots de félicitations ni de remerciements. Vous avez fait pour le Mali ce que vous devrez normalement faire, c'est-à-dire la cohésion et l'entente entre tous les jeunes du Mali, espérant que cela puisse se propager sur d'autres couches. C'est donc dans une ambiance sportive et avec des applaudissements nourris qu'a pris fin cette cérémonie dînatoire de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta.
Voilà, Omar Moussa a noté que les demi-finales de cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta se jouent cet après-midi au stade Mamadou Konaté. En première demi-finale, Bamako joue contre CNT et ensuite il y aura un Mopti contre le gouvernement. C'est bien noté à Ridju Matina. Enfin, Ligue européenne des champions, la deuxième journée des matchs de poule a démarré hier. La rencontre au sommet a vu la victoire du Bayern Munich face au FC Barcelone. Oui, le choc des géants a tourné finalement à l'avantage des Allemands du Bayern Munich qui se sont imposés sur leur pelouse 2-0 face au FC Barcelone version Xavi Hernandez. Du coup, le Bayern s'installe en tête de son groupe avec 6 points. L'autre match de ce groupe a vu la victoire de l'Inter Milan en déplacement en République tchèque 2-0 face au Victoria Plzen. Les autres résultats, le Sporting Lisbonne l'emporte 2-0 face aux Spurs de Tottenham de notre compatriote Yves Bissouma. Le second match de ce groupe a vu la défaite de l'Olympique de Marseille à domicile 1-0 devant Eintracht Francfort. Défaite de l'Atlético Madrid en déplacement en Allemagne 2-1 chez le Bayer Leverkusen. Liverpool s'y relance en s'imposant à domicile 2-1 face à l'Ajax d'Amsterdam et large victoire en déplacement du club Bruges 4-0 au Portugal face au FC Porto. Merci beaucoup, Aridju Matina. Chronique de l'environnement. Le Mali en général et la ville de Bamako en particulier est très sale. Marchés, rues, écoles, même les hôpitaux sont loin d'être des lieux propres face à la gravité du phénomène d'insalubrité. L'on se demande à qui la faute. Citoyens et États se jettent mutuellement la responsabilité pour dire que tous sont coupables. La chronique de l'environnement en rediffusion s'intéresse aujourd'hui à cette problématique. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Bamako, notre capitale, abrite à l'heure actuelle plus de 3 millions d'habitants. Elle a beaucoup perdu de son lustre d'antan en raison de la dégradation de son environnement liée en partie à une croissance démographique rapide et anarchique et qui s'est accompagnée d'une prolifération sans précédent des ordures ménagères. Jonathan Poudjougou, chargé des questions d'assainissement environnemental à la mairie de la commune 6. Aujourd'hui, la problématique d'assainissement au niveau de la commune 6, c'est vraiment les questions d'inexistence de dépôts de transit. Ça, c'est un sérieux problème, comme dans les autres communes. Vu la taille de notre commune, aujourd'hui, la quantité de déchets que nous produisons aujourd'hui, vraiment, n'est pas collectée et destinée à un dépôt tel que nous l'avons souhaité. Imaginez aujourd'hui, Bamako, nous n'avons pas un seul dépôt de transit digne de ce nom. Donc, ce qui complique vraiment la tâche, n'est-ce pas, à nos autorités communales qui, malgré leur bonne foi, s'il n'y a pas un site approprié où acheminer les déchets, donc vous verrez aisément que nous allons de problème en problème. Donc, par conséquent, les questions d'assainissement vont toujours se poser avec acuité. Selon l'Institut national de la statistique INSAT, la ville de Bamako produit environ 1700 tonnes de déchets par jour. Modibo Zerbo est le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement du district de Bamako. Il faut au minimum 2 dépôts de transit par commune aménagés. La stratégie avait prévu dans les périphéries de Bamako 4 décharges finales. Aujourd'hui, seule la décharge de Noumougou a été aménagée pour une superficie de 51 hectares, mais qui n'est pas opérationnelle parce qu'il y a des problèmes techniques de conception. La mairie, dans sa recherche, a pu identifier 3 décharges provisoires. Il faut que vraiment on ait des décharges finales. Aujourd'hui, Bamako produit 1786,79 tonnes par jour. Et quand on fait le ratio avec la cellule qui est aménagée, en 111 jours, la cellule est déjà saturée. Il faut qu'on change de comportement. Ce phénomène dangereux pour la population s'explique non seulement par le mauvais comportement de certains habitants, mais aussi et surtout les difficultés auxquelles sont confrontés les services chargés du ramassage des ordures. Adama Kone, conseiller municipal à la direction d'Ozone Mali. Dans le temps, dans la commune 2, il y avait 5 dépôts de transit qui faisaient que vraiment les intervenants, en tout cas, transitaient sur les 5 dépôts. Aujourd'hui, tous les dépôts ont changé de vocation. Il se trouve que c'est le seul dépôt qui doit contenir tous les déchets de la commune 2 est très très insuffisant. Jonathan Poudjougou, chargé des questions d'assainissement environnemental à la mairie de la commune 6. Nous, notre commune, la particularité de notre commune, c'est un peu la réorganisation du secteur. Autrement dit, depuis 2000, les autorités communales d'alors ont créé ce qu'on appelle une plateforme d'assainissement qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs intervenant dans l'assainissement. Et le premier acteur, ça, c'est la mairie elle-même, évidemment. Et nous avons les chefs de quartier, n'est-ce pas, qui sont membres de cette plateforme. Et les acteurs clés, qui sont les GIE, sont aussi dans cette plateforme.
plateforme. Donc, cette réorganisation du secteur nous a permis, n'est-ce pas, quand même d'appuyer les GIE, à les renforcer, n'est-ce pas, à organiser des journées de salubrité dans les quartiers, évidemment avec l'appui de certains partenaires en son temps. Même aujourd'hui, ça c'est des activités vraiment que nous essayons quand même de faire tant bien que mal, parce que ça demande des ressources. Mais aujourd'hui, il y a un effort, une prise de conscience des acteurs eux-mêmes qui composent cette plateforme-là. Donc, pour que le secteur soit bien réorganisé, que la gestion des déchets soit bien harmonisée, pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, où, quand et comment et avec quels moyens. Il est donc impératif de chercher des pistes de solutions pour se débarrasser des ordures et vivre dans un environnement sain. Voilà, à cette heure passée de 25 minutes, à Douala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde, il y avait Mokhtar Touré. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia et les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.